Où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres ? Comment ne pas vivre notre vie en pilotage automatique ? Je suis Jean-Marc Phelippot, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques, fondateur du réseau de coach Aden Coaching. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de leur propre singularité et de la vie bonne pour elles-mêmes ou qui accompagnent leurs semblables dans une telle recherche. Parce que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Bonjour, aujourd'hui pour cet épisode de Décalage, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Gilles Poirieux. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît en fait. Je t'ai connu il y a 7 ou 8 ans, à l'époque tu étais dirigeant chez Sodexo et après avoir longtemps travaillé dans les pays de l'Est et notamment en Pologne, tu t'étais occupé d'abord de Sodexo France, puis de l'université d'entreprise, autant que je me souvienne. Ensuite, je t'ai suivi, tu étais déjà en même temps président d'EVH, une association de dirigeants des entreprises vivantes dirigées par des hommes et des femmes vivants. Je me souviens de ça, mais tu pourras évidemment nous en reparler. Et si aujourd'hui je t'accueille, c'est avant tout en tant que président de l'association Tadam, dont l'objet, on va y revenir, est vraiment très très aligné avec la raison d'être de mon podcast. Mais voilà, ça c'était juste pour le teasing, mais avant d'aller plus loin, je vais te laisser compléter cette présentation de la manière qui te convient, ce que tu souhaites dire de toi compte tenu du sujet du jour. Eh bien écoute, oui, en effet, j'ai pris la présidence de Tadam il y a 18 mois, après être dans le comité stratégique depuis 3 ans. Et je fais ça à titre tout à fait bénévole, à côté d'autres activités que j'ai d'administrateur indépendant dans des conseils d'administration, parce que j'ai toujours besoin d'avoir ce lien avec les entreprises, du mentorat de dirigeants, et aussi de la médiation humaniste que je fais pour resserrer les liens dans l'entreprise et résoudre les conflits. Ouais, l'humanisme qui a été, il me semble, au cœur de ton parcours, hein, depuis des méthodes de management originales que tu as mises en œuvre, je crois, à l'époque Sodexo, en particulier en Europe de l'Est, jusqu'à ce que tu as aidé à développer au sein de l'association de VH. Oui. Donc moi je suis un fervent supporter et acteur du management par la confiance. Je crois au duo exigence et bienveillance et à l'intelligence collective. Donc c'est des choses qui m'ont toujours porté, que j'ai pu développer dans les groupes de dirigeants au sein de VH. Et aujourd'hui aussi, dans les séjours que nous faisons pour des jeunes de Tadam, d'utiliser ce par et pour, c'est-à-dire c'est par les jeunes et pour les jeunes qui sont là, on peut révéler les talents. Pas simplement en travaillant en one-to-one avec un jeune, mais le groupe et les autres jeunes sont en capacité d'apporter énormément d'informations sur le talent qu'ils voient ou les traits de personnalité qu'ils voient des autres jeunes avec qui ils sont pendant ces séjours ou pendant ces ateliers dans des classes. Alors peut-être avant de revenir sur le comment ou sur le quoi et sur le comment ça se passe chez Tadam, peut-être déjà prendre un temps pour que tu nous expliques finalement la raison d'être ou la mission que s'est donnée cette association. Donc la raison d'être, c'est révéler les talents, c'est rendre en fait autonome dans ses choix de vie et surtout ses choix d'orientation des jeunes en les aidant à mieux se comprendre. Donc c'est un lieu de connaissance de soi qui permet au travers d'une méthodologie qui est mixte, l'analyse neurocognitive et comportementale, donc l'ANC, qui est la méthodologie des personnalités, qui mixe beaucoup de travail sur le corps et également des outils du coaching, avec beaucoup d'inclusion, beaucoup de questionnements qui permettent à ces jeunes d'avancer. Et l'origine de Tadam, c'est Marina Barrault, qui est la fondatrice et qui un jour a dit « ça suffit,
100 000 décrochés scolaires par an en France, au XXIe siècle. C'est pas normal. Ça va pas. Comment est-ce qu'on fait pour accrocher scolairement et faire vivre à des jeunes des scolarités voulues et pas des scolarités subies? Eh bien, pour ceux qui sont proches du décrochage, mais également pour l'ensemble des enfants de France, leur consacrer du temps pour qu'ils comprennent leurs talents, pour qu'ils acquièrent une plus grande tolérance par rapport à qui ils sont. Et l'adolescence, on sait, c'est un moment quand même difficile où on ne s'accepte pas toujours. Une plus grande tolérance vis-à-vis de soi-même et surtout une plus grande tolérance vis-à-vis de l'autre. L'adolescence, c'est quand même une période où pour être accepté dans le groupe, on est capable de mettre de côté un certain nombre de singularités qu'on peut avoir pour se fondre dans la masse. Donc la cible de Tadam, ce sont tous les collégiens et tous les lycéens de France? La cible de Tadam, c'est principalement les 4e, 3e, mais on remonte maintenant, on a des établissements qui nous demandent de démarrer à la 6e, et on a dans nos séjours des jeunes qui vont jusqu'à la terminale, voire au-delà, quand ils se sont rendus compte, en première année post-bac, que finalement, ils ne sont pas dans la filière qui les intéressait. Donc en effet, on s'intéresse, et on est spécialisé dans les 10-20 ans, je dirais, avec une grosse cible quand même sur les jeunes quand ils sont en 3e, seconde. Surtout aujourd'hui, où on demande aux jeunes de prendre des options très, très tôt pour pouvoir se décider dans Parcoursup. Les décisions doivent se prendre de plus en plus rapidement sur quelles options je prends pour ensuite faire le parcours que je souhaite. Voilà, ce qui stresse beaucoup de monde d'ailleurs. Donc si je comprends bien, Tadam a pour vocation de combler ce qui est a priori un grand vide. Hein. Alors moi, ça fait quelques années que j'étais au collège et au lycée, mais dans mon souvenir, dans toute ma scolarité, j'ai peut-être vu une fois ce qui s'appelait à l'époque un conseiller d'éducation. Je ne sais pas s'il s'appelle encore comme ça. Et en plus, dans mon souvenir, les personnes qui allaient voir le conseiller d'éducation, c'était les personnes qui étaient en échec scolaire, et si vous n'étiez pas en échec scolaire, tu n'avais aucune raison d'aller les voir, et c'était va tout droit. Donc va tout droit, à mon époque, c'était bac scientifique, voilà, et puis après ça dépendait un petit peu de la famille dont chacun était issu, mais c'est une invitation à prendre une voie par défaut. Oui. Ce qui moi a fait vraiment écho avec le thème de mon podcast, puisque l'intention du podcast est d'aller vers une vie plus intentionnelle et pas de vivre sa vie en pilotage automatique. Et en fait, le pilotage automatique, il commence potentiellement dès la 4e. Voilà. On est resté en fait dans le système qu'avait mis en place Napoléon. Napoléon a mis en place un système qui était on prépare une élite qui a une intelligence logico-mathématique supérieure aux autres, et on prépare les futurs ingénieurs, les futures grandes écoles de commerce. Et puis, sur les côtés, sur les bords, les gens ils feront un peu ce qu'ils peuvent. Or, aujourd'hui, un conseiller d'orientation digne de ce nom ne peut pas que travailler sur l'acquis scolaire, sur les notes. Sur les compétences. Mais il faut travailler sur les envies, les appétences. Et les jeunes sont tout à fait capables d'expliquer qu'est-ce qui leur met des étoiles dans les yeux, et sur leurs talents. Et on peut avoir des talents qui sont des talents qu'on recherche dans toutes nos entreprises, et que les jeunes, voilà, si on peut leur ouvrir ce champ-là, pour décider le type de carrière dans lesquelles ils souhaiteront évoluer, on leur donne un formidable atout. Et c'est un atout pour les entreprises de France aussi. Avoir des collaborateurs qui ont pris des métiers parce que ça les passionne, c'est quand même mieux que de les prendre juste par défaut, ou pour gagner des sous, ou juste pour avoir un CDI. Voilà. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, j'ai compris que vous organisiez des stages d'une semaine avec des groupes dont je ne sais pas trop comment ils sont constitués. Tu disais tout à l'heure que vous vous appuyiez sur un outil, également sur des méthodes issues du coaching. Comment ça se passe aujourd'hui lorsqu'un jeune souhaite être accompagné, suivi, je ne sais pas comment on dit, par Tadam? Alors, on a, et c'est un petit peu notre origine et notre lab, on a des demandes individuelles qui viennent de parents qui disent, voilà, j'ai un enfant qui est perdu ou qui avait des bonnes notes, qui décroche, ça va pas. Donc il y a des stages pour eux qui durent une semaine.
où ils arrivent souvent sans avoir envie de venir, un peu forcés par les parents, et où ils vont travailler sur la découverte de qui ils sont, des talents qu'ils ont, des envies qu'ils ont, et qui vont être partagés avec des retours par les accompagnants, mais aussi des retours par les autres jeunes qui sont là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le séjour. C'est chouette, ça se passe aux vacances aux différentes vacances, mais ça ne nous permet pas de nous déployer à grande vitesse. Donc on a une deuxième proposition qui sont des ateliers en classe. Ces ateliers en classe, en fonction de sponsors, de mécènes. Par exemple, on a un ancien patron de Danone qui dévolue toute son action sur un lycée, sur un collège SECPA, donc des enfants qui sont déjà décrochés, qui sont plus dans le cycle normal à partir de la 6e, à Montfermeil. Donc dans des villes difficiles. Et là, on intervient avec des ateliers dans des classes. Et tout au long de l'année, sur une classe de 3e, maintenant de 4e, de 5e, voilà, pour que ces jeunes qui, a priori, aller à 30%, il y en aura 30% qui passeront après la 3e et qui feront quelque chose qu'ils souhaitent. Le reste sera en décrochage. On réussit à accrocher l'ensemble d'une catégorie d'âge. Et donc, on arrive à avoir 100% des jeunes qui, en 3e, disent « Voilà ce que je ferai l'an prochain. C'est pas par défaut, c'est ce métier que j'ai envie de faire, un métier manuel, un métier où j'ai envie de continuer une classe normale. » Donc, on a ces deux programmes, un programme individuel où les parents payent et un programme qui est beaucoup plus destiné à faire des ateliers dans des classes et où là, on apporte nous-mêmes du financement avec des mécènes ou bien parfois les écoles financent. Et notre but ultime serait que la classe de 3e, la classe verte de 3e, puisse devenir une semaine type Tadam, où les jeunes découvrent leurs talents et s'autonomisent dans leur choix d'orientation et même leur choix de vie. Oui, s'autonomiser, j'ai bien compris que c'était au cœur quand tu parlais du par et du pour tout à l'heure. Il y a une notion de... Vous fournissez un cadre, des compétences, des méthodes, mais je comprends qu'il y a une responsabilisation forte de chaque jeune, notamment par des travaux en groupe. Je ne sais pas si c'est des processus type co-développement ou d'autres choses que vous mettez en œuvre. Il y a de l'intelligence collective dans tout ça, je crois. Oui, il y a de l'intelligence collective. Il y a en effet des moments de feedback à la fin qui sont des moments qu'on peut qualifier de co-développement. Il y a un cadre qui est posé, qui est un cadre de bienveillance, d'écoute, de co-responsabilité et de confidentialité que les jeunes adorent. Qui est protecteur. Qui est très protecteur, qui peut même être trop merveilleux, puisqu'ils disent quand on va repartir dans la vie réelle, on ne sera pas là-dedans. C'est vrai que la jeunesse vit dans un environnement qui n'est pas forcément toujours très bienveillant entre eux, où il y a des craintes. Et ça permet de faire éclore... ou en tout cas de planter des graines qui commencent à éclore sur un processus voilà ce que je veux faire plus tard, voilà en tout cas ce que je ne ferai pas, voilà ce qui m'attire, et de commencer à rechercher vers quel type de métier, quel type de formation j'irai. Et ça peut être des critères en termes j'imagine, de typologie de métier, un métier plutôt manuel ou plutôt intellectuel, ou en termes de type d'environnement, plutôt en équipe, plutôt en indépendant. C'est ça. Ça peut être différents types de toutes sortes de conclusions. C'est tout type de conclusion, tout à fait, qui démarre par est-ce que je suis un participatif, est-ce que j'ai besoin d'une équipe pour me sentir bien, est-ce que j'ai besoin d'être dans un collectif ou pas. Voilà, parce que celui qui a besoin d'être dans un collectif et qui va faire un métier très solitaire, il faut, c'est bien de lui dire comment il sera le plus heureux en restant dans ses motivations primaires. On peut tous être dans nos motivations secondaires, donc il faut que, je dois me battre pour, etc. Mais on fait un métier d'autant plus facilement qu'on est dans ses motivations primaires et qu'on est bien et qu'on voit pas le temps passer, quoi. Et une autre façon de le dire, j'ai l'impression, c'est que vous faites sortir en 4e, en 3e, alors c'est évidemment une projection de ma part, parce que je n'y suis plus de toute évidence, et que ça remonte à quelques années en ce qui me concerne, mais il y a une double pression, il y a un double conformisme en fait. Il y a un conformisme
social qui veut dire, par exemple, que si tu fais pas une seconde classique, tu as déjà à moitié raté ta vie. Hein. Si tu vas vers des métiers manuels ou d'autres filières, déjà c'est en soi un échec, ce qui est un conformisme atroce, je trouve. Et l'autre conformisme, c'est que à l'adolescence, effectivement, la pression du groupe est extrêmement forte. Il me semble que c'est plus difficile de se singulariser quand on a 14 ans que quand on en a, disons, 8 ou à l'inverse 20. C'est à cet âge-là où assumer sa différence est probablement le plus difficile, et que c'est le cadre que vous offrez qui autorise ça, en fait. Le cadre l'autorise. On a un événement qui est absolument incroyable, qui s'appelle la soirée des étoiles, où on demande à chaque jeune de se mettre sur scène après avoir fait du slam, donc ce qui leur permet d'être chaud, et de se mettre sur scène et de raconter ce qui leur met des étoiles dans les yeux. Et ben c'est extraordinaire quand ils parlent de faire du longboard, des descentes de montagne en longboard. Un autre, il va parler de physique quantique. Un autre, il va parler de comment il aime faire de la musique dans sa cave. Et souvent des choses qu'ils n'ont pas partagées. Et les étoiles qu'ils ont dans les yeux, et ils découvrent finalement qu'ils ont des passions. Et ils sont dans le flow quand ils font ça. Le fait d'avoir le regard de tous les autres jeunes qui les félicitent. On a même eu un jeune qui était un spécialiste des tanks. Il connaissait tous les tanks du monde. Pourquoi pas ? Et de voir tous les autres jeunes qui l'applaudissent en disant « mais c'est génial », etc. Et de découvrir en fait la tolérance de l'autre. Et on est tous singuliers, on a tous, on ne sait pas pourquoi, toujours, pourquoi on a telle ou telle passion. Donc le fait de passer une soirée comme ça, où tout le monde applaudit, où il n'y a pas de jugement, où chacun s'encourage, ça crée des révélations. Et il y a des jeunes qui étaient souvent harcelés ou qui étaient souvent de côté, qui se rendent compte que les autres jeunes apprécient et qui deviennent, qui re-rentrent dans une relation juste avec l'ensemble de leurs camarades quand on fait des ateliers en classe, par exemple. Et ça réduit, j'imagine, le risque aussi d'endosser ce qu'on appelle un faux self, hein, c'est-à-dire de se conformer à ce qu'on imaginait être les attentes de petit A ses profs, petit B ses parents, petit C les autres. Pourquoi je dis ça ? C'est que moi, souvent, parmi les personnes que j'accompagne, j'ai des dirigeants qui, sur le papier, ont très bien réussi et qui, à 40, 45 ans, des fois un peu avant, des fois un peu après, font une crise existentielle, la fameuse midlife crisis, qui est plus ou moins un midlife, mais et qui d'un seul coup se disent mais finalement qu'est-ce que je fais là, et ou à quoi bon, ça c'est s'ils sont plus déprimés, ou pourquoi j'ai fait tout ça depuis tout ce temps-là, et souvent quand on commence à gratter la surface, on trouve beaucoup de faux self, c'est-à-dire un masque ou une armure qui a été revêtue parce que papa voulait que je fasse ceci, ou j'étais dans un milieu social qui voulait que je fasse, je sais pas moi, prépa HEC, ou du droit, ou une famille où c'était médecine sinon rien, donc cette fameuse programmation par défaut, alors que là, finalement, vous créez un environnement où, tiens, j'ai le droit de parler de ma passion sans qu'on me rie au nez, ou Exactement. Au contraire, et je fais aussi le lien avec ce que tu disais la première fois que tu m'as parlé de ta dame, qui était écouter le cœur plutôt qu'écouter juste la tête. Voilà. Est-ce que tu te souviens du professeur que tu as préféré dans ta jeunesse ? Oui. Il était comment ? Ses grands traits de personnalité ? C'était une prof d'histoire géo. Ouais. Elle était absolument passionnée. Et comment elle te regardait ? Elle avait des étoiles dans les yeux, pour le coup. Elle était habitée par ce dont elle parlait. Voilà. Donc avoir des gens passionnés où qu'ils soient, et avoir des jeunes qui vont être passionnés par le métier qu'ils auront. Et il y a souvent, moi on me cite souvent quand je pose cette question, des professeurs qui ont le regard qui envisage. Il y a le regard qui dévisage et le regard qui envisage dans la vie. Qu'on soit patron ou qu'on soit prof. Il y a quand même des jeunes qui sont cassés ou qui sont encouragés par un professeur qui les a envisagés, et souvent ils partent dans cette matière-là, sans savoir pourquoi, mais simplement parce qu'il y a quelqu'un qui leur fait confiance.
Voilà. Donc c'est aussi important par rapport aux rencontres ou par rapport à la façon dont nos professeurs, nos enseignants nous ont regardés, d'avoir aussi ce qu'on a nous au fond de notre cœur, ce qu'on a au fond de nous, enfin en tant qu'enfant, pour dire voilà, je serais bien parce que ça correspond à une motivation primaire pour moi. Et ce que vous proposez, ça, vous êtes justement dans un regard qui s'efforce de comprendre et jamais de juger, ce qui est un peu le contraire du système scolaire dans son ensemble, où il y a une logique d'évaluation perpétuelle et donc de jugement perpétuel. Aujourd'hui, Tadam, parce que l'association existe depuis un certain temps, avant elle avait un nom un peu plus long, c'était ce que je veux faire plus tard. Oui. Donc je sais pas, elle a quoi, 6 ans, 8 ans, 10 ans cette association? Elle a 8 ans. 8 ans. Aujourd'hui, c'est combien de jeunes par an qui passent par un stage ou un suivi sur la durée dans une classe que tu évoquais également via Tadam? Donc aujourd'hui, c'est quelques milliers de jeunes. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est ce qu'on espère faire cette année. D'accord. Parce qu'on a été freiné par les périodes Covid, où on a dû annuler beaucoup de séjours. On déploie, donc à chaque vacances scolaires, il y a des stages Tadam, et on se régionalise. Donc on n'est pas que sur Paris, il y a des stages qui s'organisent sur l'Est de la France, sur Bordeaux. On veut régionaliser maintenant. Et puis les ateliers dans les classes, on est surtout en région parisienne. On va développer maintenant l'Est de la France parce qu'on a un sponsor là-bas qui nous encourage à développer là où il est présent. Donc c'est quelques milliers et on a un objectif de 500 000 jeunes pour changer, pour disrupter le système et pour que 500 000, ça, voilà, sur les 5-6 millions de jeunes que l'on cible, ça fait 10%. Une classe d'âge, c'est entre 700 et 800 000. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc il y a encore une sacrée marge. Vous seriez une entreprise, je dirais qu'il y a un marché adressable qui est plus que considérable. C'est-à-dire que c'est un peu comme si là vous aviez fait un proof of concept, parce que j'imagine qu'au bout de 8 ans, oui, c'est bien rodé. Et vous seriez une start-up, on dirait comment vous allez passer à l'échelle, comment vous allez scaler ça. On est dans cette phase-là. Il n'est pas normal que 40% des jeunes, l'an dernier, qui ont rempli Parcoursup, l'aient fait par défaut, en disant « j'ai pas eu suffisamment d'informations, je sais pas très bien ce que je vais faire, pourquoi, etc. » C'est pas normal. Qu'on ait quelques pourcents, ça serait logique. Mais on peut pas laisser... Enfin, l'avenir de notre pays, ou de n'importe quel pays, c'est quand même que chaque jeune puisse faire le métier dans lequel il sera le meilleur et qui va le passionner. Donc, consacrer un peu de temps à ça, et de façon équitable entre tous les jeunes Français, parce qu'aujourd'hui vous êtes dans le privé, vous allez peut-être avoir la chance d'avoir un samedi matin avec les parents qui vont faire un forum métier, et puis les parents qui vont venir chacun parler de leur métier, mais c'est pas ça dans le public non plus. Donc il y a un formidable mouvement à créer, en se faisant aider probablement par les chambres de commerce, parce que les chambres de commerce qui cherchent un peu leur raison d'être, organiser des forums pour que les jeunes viennent voir des métiers, ça serait logique. Et nous étant vraiment sur la partie connaissance de soi. Et éviter, en effet, quand tu parles de ces mouvements de carrière où je me rends compte, tiens, à 50 ans que j'ai pas fait le job que j'aurais dû faire, y consacrer une semaine quand on est jeune. Alors c'est bien si on a des parents qui peuvent payer un séjour, mais toutes les écoles devraient pouvoir proposer ça. Et alors, donc si je comprends bien, c'est qu'au-delà de ce que propose Tadam, des accompagnements réalisés chaque année, il y a une dimension sociétale et, osons le mot, politique, pour que d'autres organisations, tu mentionnais les chambres de commerce, mais j'imagine aussi qu'il y a des organisations, peut-être EVH d'ailleurs, ou le MEDEF, je ne sais pas, peut-être l'Éducation nationale, avec qui vous êtes en discussion? Alors, on rentre dans différents collèges et lycées plutôt pour l'instant par des chevaliers blancs. C'est plutôt des enseignants qui disent « mais c'est génial ce que vous faites, je veux mettre en place dans ma classe ceci ». Et ensuite ça prend du temps jusqu'à ce que le proviseur soit conscient de l'impact, de l'intérêt. Le MEDEF, il comprend l'intérêt aujourd'hui quand on voit le nombre de postes non pourvus, de se dire il peut y avoir des jeunes qui partent dans des filières sans
c'est pas par le fait qu'ils n'aient pas de bonnes notes, mais qu'ils aient eux-mêmes choisi de faire des filières professionnelles. Donc je pense que tout le monde est intéressé à ce que chaque jeune Français puisse trouver sa place. Donc, écoutez, on porte cette parole quand on le peut, au MEDEF ou auprès de l'Éducation nationale. Bon, pour l'instant, c'est plutôt des réponses oui, c'est intéressant, vous avez raison, etc. Donc on avance. Les Restos du Cœur, ils ont 30 ans. Les Restos du Cœur sont une initiative privée. Nous aussi, c'est une initiative privée à but non lucratif. Mais on espère que l'État prend... Enfin, pour moi, c'est à l'Éducation nationale, bien évidemment, de considérer l'apport pour la réussite des enfants, d'avoir ces temps de connaissance de soi, que ce soit fait dans l'Éducation nationale ou à côté. Hein. Et ça va... Alors c'est un peu une révolution culturelle en France, parce que ça va... Je suis bien placé pour en parler. Ça va à l'encontre d'une culture du statut. Moi, je suis toujours frappé... tu sais, les CV des dirigeants, y compris à 60 ans, y compris même des fois dans les avis de décès, oui. La première chose qui est dite pour présenter la personne, c'est Polytechnique telle promotion, ou HEC telle promotion, oui, ou ENA telle promotion. C'est-à-dire qu'en France, on se définit par un concours qu'on a réussi à l'âge de 19 ans, jusque dans la tombe. Donc c'est la culture du statut portée à son extrême, et avec une hiérarchisation effectivement par défaut des voies où au sommet se trouvent les classes prépa, scientifiques, commerciales, etc. Bon, médecine ça peut être bien, Sciences Po aussi, le droit ça dépend, et puis si t'as pas fait un bac classique, déjà t'es un joueur de seconde division, voire de troisième, et si t'es sur une filière manuelle, n'en parlons pas. Alors que toute ressemblance avec les besoins en emploi d'un pays comme la France serait purement fortuit. Donc on attaque, c'est un changement de culture en fait majeur que vous essayez d'accélérer, parce que je pense qu'il est en cours, mais que vous essayez d'accélérer. Vivre une vie professionnelle qui corresponde à son envie et à ses passions, voilà, c'est absolument génial. Et l'adolescence, moi je suis père aussi, et l'adolescence c'est quand même pas simple de discuter avec ses enfants d'orientation, de choses comme ça. Donc le confier à quelqu'un qui est à côté, à un tiers, il y a beaucoup de pertinence. Comme le coaching en entreprise aujourd'hui, il y a besoin à un moment d'aller vers des personnes qui sont en capacité d'accompagner, mais là il faut le faire à grande échelle maintenant. On peut pas avoir 100 000 décrochés scolaires par an. Un décroché scolaire coûte à la collectivité 240 000 euros. 240 000 euros pendant sa vie. C'est une étude BCG et ministère du Travail d'il y a une dizaine d'années. 240 000 euros multipliés par 100 000. Voilà, les sommes sont absolument colossales. Et je ne parle pas d'argent, on parle de vie qui aurait mérité d'être vécue autrement aussi. Oui, on peut aussi faire un lien avec le pourcentage des Français qui se considèrent comme pleinement engagés dans leur travail. Exactement. Qui de mémoire est aux alentours de 10 ou 15%. Exactement. Et on ne peut pas souhaiter à ces enfants de dire ouais, tu vas être en CDI, cherche ton CDI et deviens un robot, parce que les robots nous remplaceront. C'est plutôt fais ce qui te passionne. Dans les changements de culture, c'est aussi cessons de mettre la sécurité comme l'alpha et l'oméga d'un bon choix de carrière. J'adore ce mot de carrière, oui. délicieusement obsolète, mais que c'est la sécurité qui compte, le fait de pouvoir trouver un CDI. Ça déjà, de toute façon, moi je le constate, y compris, parce que j'ai la chance d'avoir des coachés de moins de 30 ans maintenant, c'est ça qui est bien d'accompagner des entrepreneurs, c'est que le paramètre sécurité, il peut être encore là, mais à une place beaucoup plus basse, que chez les cadras ou les quinquas, où moi j'ai des clients quinquas où même si ils ont des revenus dans le premier centile des revenus français largement, finalement ils ont l'impression d'être prisonniers quelque part parce qu'ils se sentent menacés dès qu'ils envisagent de diminuer leurs revenus par exemple. Oui. Ouais. Donc ça change aussi, ça va à l'encontre, Tadam va à l'encontre de cette culture du statut et va aussi à l'encontre de cette habitude
qui est en train plutôt de virer boomer plus génération X, ou peut-être encore un petit peu Y, de mettre la sécurité en pôle position, là où la génération Z ne le fait plus. Oui, il y a ça, et également, pour moi, on rentre dans une société du lien. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'appel que j'ai pour les années à venir. Cette société du lien où on est très tolérant, on accepte, où on vénère celui qui réussit professionnellement, pas simplement celui qui est champion de sport, ou qui joue dans une grande équipe de foot, mais où on honore tous ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font, et quel que soit leur diplôme. Je tombais récemment sur une histoire, je ne sais plus quel réseau social, qui disait, voilà, dans une soirée en ville parisienne, il y a plein de personnes, puis il y en a plein qui disent, qu'est-ce que tu fais toi ? Je suis consultant, ou je suis directeur de tel truc. Et puis d'un seul coup, il y en a un, alors il y a des réponses polies, hein. Puis d'un coup, il y en a un qui dit, je suis fromager. Et là, tout le monde vient vers lui et veut en savoir plus sur ce qu'il fait et comment il s'y prend, etc. Il y a aussi un lien avec ce phénomène des bullshit jobs, hein, peut-être. Oui. Un peu, ça vient, tout ça tire dans la même direction, donc sortir de ces métiers qui n'ont pas de sens. Hein. Après, sur la définition des bullshit jobs, c'est autre chose, mais parce que ce qui sera un bullshit job pour l'un n'en sera pas pour l'autre, et vice-versa. Exactement. Le rêve d'être pilote de ligne, c'est quoi être pilote de ligne ? C'est quand même un boulot qui est tout le temps le même. Faut aimer les procédures. C'est un boulot qui est tout le temps le même. Tu es jamais chez toi, donc il faut le savoir avant, hormis le fait que ce soit un job qui donne l'impression d'être magnifique. Mais tu as intérêt toi-même à te dire, voilà, c'est pas simple d'avoir une vie de famille quand tu parcours le monde à longueur d'année. Il faut aimer voler. Il faut vraiment. Après, il faut aimer voler, il faut aimer prendre en charge les autres. Enfin, voilà, il y a différentes choses. Et je trouve que on peut aussi compléter la connaissance des jeunes par rapport à un futur job, pas simplement en parlant du côté fun et autres, mais qui comprennent bien voilà, tout ce que ça recouvre en fait. Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent aider Tadam ? Alors, comment nous aider ? Si vous êtes dans l'éducation nationale et que vous connaissez des lycées, des collèges qui aimeraient bénéficier ou qui pourraient bénéficier de Tadam, on est très preneurs. On est très preneurs d'entrée. On a très peu d'entrées finalement dans les lycées et les collèges. Ça vient par le bouche à oreille. Et puis on est dans pas mal d'établissements avec des jeunes en difficulté. Et là, on intervient avec des professionnels et on a besoin de financement pour rentrer, pour lancer ces programmes dans ces écoles. Alors je mettrai le lien vers le site de Tadam dans la description de cet épisode. Et il y avait une dernière question que je voulais te poser, Gilles, c'était finalement quel lien tu fais entre ton expérience d'une dizaine d'années, je crois, en tant que président de VH, donc association de dirigeants, et maintenant Tadam, donc là où tu n'es plus avec des dirigeants, mais à la présidence d'une association qui accompagne non plus une certaine forme d'élite entrepreneuriale, on va dire, mais tous les jeunes de 11 à 18 ans. Les liens, EVH veut dire vers une entreprise vivante par et pour des femmes et des hommes vivants. Donc le par et pour est clé, c'est-à-dire que on a tellement de gens qui nous disent ce qui est bon pour nous, ou un patron qui va dire à ses collaborateurs moi je décide ce qui est bon pour vous, et on voit la puissance quand c'est le par et par mes collaborateurs, pour mes collaborateurs. Moi, de même, c'est ce que j'appelle de mes vœux, alors, je fais une petite digression, en termes de démocratie participative. Voilà, j'espère qu'un jour, un candidat dira « on va gérer ce pays par et pour vous ». Et pas « j'ai le programme auquel j'ai travaillé avec mes experts, qui est bon pour vous ». Mais aussi avoir voilà, cette entrée du par. Et donc, Tadam, la puissance de Tadam vient du collectif et de l'ensemble des jeunes. Donc ce que l'on fait, c'est par et pour eux. Donc moi je vois un premier lien voilà, qui vient de cette puissance de faire réfléchir les jeunes ensemble, qui sont extrêmement lucides et extrêmement pertinents dans leur retour, pour dire mais attends, t'as tel et tel talent, hier soir on t'a vu cuisiner, ou heureusement que t'étais là pour nous coordonner parce que t'es quelqu'un qui est fait pour manager et pour gérer. Voilà, donc tous ces retours sont importants.
Moi, je me suis régalé, je reste dans le conseil d'administration de VH, mais je me suis régalé à accompagner ce qu'on peut appeler des puissants, hein, des dirigeants, et qui ont envie d'être alignés et qui développent un certain humanisme, enfin qui sont en tout cas sur un chemin d'humanisme. Mais je trouve passionnant, ce que je trouve passionnant chez Tadam, c'est de s'adresser à des jeunes qui peuvent encore bouger de façon beaucoup plus rapide. Et je pense qu'on gagne beaucoup de temps à démarrer ces accompagnements de jeunes lorsqu'ils sont en train de préparer leur avenir, de les rendre autonomes, que vraiment ils aillent vers des carrières dans lesquelles ils vont se régaler, pour vivre leur singularité. EVH, c'est rendre singulier, c'est pour moi un leader, et tu le sais, Jean-Marc, en tant que coach, le leadership est quand même très, très personnalisé, et c'est l'alignement d'une personne avec elle-même qui fait qu'elle entraîne l'entreprise, etc. On peut lire des tas de bouquins de management, mais au bout du compte, il y a autant de leaders qu'il y a d'êtres humains, et chacun dans sa singularité. Et voilà, et travailler déjà sur cette singularité chez les jeunes, et chez les jeunes fragiles, qui risquent de décrocher, donc de les réaccrocher dans quelque chose qui leur plaît. Moi, je trouve ça une mission absolument merveilleuse. Chaque être humain a le droit pour moi, de vivre la vie dans laquelle il sera le plus heureux, le plus pertinent, même pas heureux, le plus en joie, quoi, le plus aligné avec qui il est. Donc c'est très lié en fait, hein. C'est toujours la recherche de la singularité, avec ce constat qu'effectivement on est beaucoup plus malléable à 15 ans qu'à 50. Ce qui donne aussi une grande responsabilité du coup aux accompagnants. Tout à fait, et d'être déjà, parce que moi j'étais dans un séjour la semaine dernière, ils étaient tous bluffés de se dire comment en quelques jours on peut vivre dans un cadre aussi bienveillant, aussi authentique, aussi en joie, en camaraderie, avec des jeunes qui disent « mais j'ai jamais dit ce que j'ai dit à des copains et copines que je me suis fait cette semaine, je l'avais jamais dit à mes meilleurs copains et copines, parce qu'on ne parle pas de ça. » Donc d'être dans ce côté d'authenticité qui fait que les liens sont vrais, sont justes, et que ça permet d'avancer, et ça crée une grande tolérance. Et c'est pas mon niveau hiérarchique qui fait que je regarde l'autre de façon différente. Oui, encore une fois, on en revient au cadre, hein. C'est aussi une notion fondamentale de coaching, le cadre que vous posez, donc on a parlé de protection tout à l'heure, qui permet justement l'expression de cette authenticité-là et de cette singularité-là. Voilà, et de ces ressentis. Et de ces ressentis que les jeunes ne sont pas toujours, ou même les patrons, ne sont pas toujours à même d'exposer, ou n'ont pas forcément envie d'exposer, surtout quand c'est dans la vulnérabilité ou la fragilité. Eh bien Gilles, il me reste à te remercier très chaleureusement pour ces exemples, ces anecdotes et cette description de Tadam. J'invite tous nos auditeurs à cliquer sur le lien en description. Il y a donc le lien de Tadam et il y a également le lien vers EVH, puisque tout ça finalement ça participe d'une même démarche par des biais différents, si je comprends bien. Et Gilles, à titre personnel, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour 2022 ? Je pars en pèlerinage, là. Je vais marcher 2 mois et demi vers Assise. Donc, il faut me souhaiter Ultreya. Ultreya veut dire plus haut, plus fort, plus loin. C'est le chant des pèlerins. Magnifique. Et du beau temps aussi, tant qu'à faire. Alors, non. Tu préfères marcher sous la pluie ? Non, moi j'ai cette particularité d'avoir une météo intérieure qui est en joie quand je suis pèlerin. Et la météo extérieure... je suis heureux s'il pleut parce que j'aime la pluie, et je suis heureux s'il fait beau. C'est pas lié, en fait. Moi, c'est une météo intérieure, que je vis. Je sens que ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Merci beaucoup, Gilles. Merci à toi, merci Jean-Marc. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. À très bientôt!